l'ONU célèbre la Journée mondiale des Nations Unies. Ban Ki-moon a adressé un message à cette occasion le 24 octobre. Le secrétaire général des Nations Unies invite à poursuivre les efforts pour relever les défis. Chez nous, la quinzaine des Nations Unies est ouverte. La FAO et le PAM ont célébré la Journée mondiale de l'alimentation le 17 octobre dernier. L'ONU, ses missions humanitaires et ses organes, l'organisation créée en 1945 repose sur une charte. C'est à suivre dans ce numéro de Panorama ONU. Les activités du système des Nations Unies au Sénégal, elles sont définies dans un plan cadre de coopération avec notre pays, explication et entretien. Enfin, notre focus, il portera sur les casques bleus ou les opérations de maintien de la paix. Bonsoir et bienvenue à ce premier numéro de Panorama ONU. Panorama ONU a pour objectif de vous informer sur les activités du système des Nations Unies au Sénégal. Chez nous, les Nations Unies en chiffres, ce sont 30 agences, 1600 agents nationaux et internationaux et des bureaux à vocation régionale et nationale. En ce mois d'octobre, ce qui a fait l'actualité, la célébration de la Journée des Nations Unies, le 24 dernier. Cette année, elle est axée sur la croissance de la population. Nous sommes 7 milliards, une force pour le secrétaire général de l'ONU. Ban Ki-moon l'a dit dans son message avant d'appeler à la vigilance pour poursuivre les progrès. Aram Dao. Plus d'un demi-siècle d'existence, de combat au nom de la paix mondiale, du développement et de la justice sociale. 66 ans de progrès extraordinaires, dira le secrétaire général de l'ONU. Ban Ki-moon se félicite des nombreuses réalisations en matière de paix, de démocratie et de droits humains surtout. Des avancées pourtant en péril, prévient-il. Ban Ki-moon convoque la crise économique, la montée du chômage et les changements climatiques pour tirer la sonnette d'alarme. Se rassembler autour d'objectifs communs est l'unique voie de secours. Cette conjugaison des efforts qui s'imposent est la mission de l'Organisation mondiale, ce qui fera dire à Ban Ki-moon que jamais l'ONU n'a été aussi nécessaire. Il va falloir unir les forces pour relever l'autre grand défi qui guette le monde. Il s'agit du surpeuplement. Durant ce mois d'octobre ont été célébrées à la fois la Journée des Nations Unies et la quinzaine des Nations Unies. 2 semaines d'activités diverses, de conférences, débats, rencontres pour aborder les défis du développement et l'atteinte des objectifs du millénaire. La Journée mondiale de l'alimentation, elle, a été célébrée le 17 octobre dernier à Bambilor, dans le département de Rufisque. Elle a été instaurée par le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, et le Programme alimentaire mondial, le PAM. Un rappel, nous sommes 7 milliards, parmi nous 1 milliard de personnes souffrent de la faim. Au Sénégal, le Programme alimentaire mondial assiste 1 700 000 personnes. Sa mission se traduit par la distribution de bons d'achat alimentaires, l'implantation de banques céréalières villageoises, mais d'autres initiatives sont menées. Louis-Philippe Sagna. Les chiffres sont alarmants. Il est vraiment temps de siffler la fin de la faim. Ce combat contre l'insécurité alimentaire occupe les devants de la scène une fois de plus en cette célébration de la 31e Journée mondiale de l'alimentation. Si l'on veut s'attaquer sérieusement au problème de la faim dans le monde, il faut s'employer davantage à lutter contre les fluctuations des prix des denrées alimentaires. Aussi bien que la FAO, le PAM a essayé de trouver des réponses aux fluctuations des prix des denrées alimentaires conformément au thème de l'édition 2011 de la Journée mondiale de l'alimentation. Le programme alimentaire mondial joue un rôle essentiel par le canal de l'assistance alimentaire lors des crises humanitaires et phases de réhabilitation suite aux catastrophes, mais aussi lorsqu'il s'agit de renforcer la résilience des populations afin d'assurer leur sécurité alimentaire. Grâce au projet Bon d'achat alimentaire, 17 ménages, soit 105 000 personnes à Pékin et à Ziguinchor, ont pu résister face au choc. Mieux, des banques céréalières villageoises ont été implantées à travers les différentes régions du Sénégal. C'est dire donc que seuls des partenariats peuvent aider à résoudre cette question de la sécurité alimentaire. Toutefois, tous doivent s'approprier le projet 1 milliard d'affamés
afin d'attirer l'attention sur l'évolution de ce phénomène qui gangrène le monde. Les actions humanitaires d'urgence ont pratiquement débuté avec la naissance des Nations Unies. C'était dans une Europe ravagée après la Deuxième Guerre mondiale. Depuis, ces opérations se sont étendues dans un monde où les hommes n'ont pas toujours appris à faire la paix et où les catastrophes naturelles sont de plus en plus nombreuses. Aux réfugiés des guerres s'ajoutent ceux de l'environnement. Oumar Diaw. C'est dans une Europe dévastée que l'ONU, juste après sa naissance, a commencé à coordonner les opérations de secours. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale compte sur l'organisation pour répondre aux catastrophes d'origine naturelle ou humaine auxquelles un pays réduit à ses propres moyens ne pourrait faire face. L'ONU est un des principaux partenaires de secours d'urgence et d'assistance à long terme. Les conflits et les catastrophes naturelles touchent des millions de personnes à travers le monde, principalement en Afrique et en Asie. Les missions humanitaires de l'ONU ne se comptent plus. À travers le HCR et le PAM, l'ONU permet à d'innombrables victimes de retrouver la flamme de l'espérance. Cette protection et cette assistance ont un coût important. Dès lors, l'ONU oriente de plus en plus ses actions sur la prévention des situations d'urgence. L'ONU est une organisation internationale regroupant tous les États de la planète, hormis quelques exceptions. Préserver la paix et la sécurité collective, promouvoir la liberté des peuples et le développement, ce sont là les missions fondamentales de l'ONU. Elles sont contenues dans une charte à laquelle chaque État doit souscrire pour être membre de l'Assemblée générale. En plus de cette tribune, l'ONU a d'autres organes centraux, dont le plus connu est le Conseil de sécurité. Oumar Diaw. L'Organisation des Nations Unies a succédé à la Société des Nations SDN qui avait vu le jour à la fin de la Première Guerre mondiale, sans pour autant empêcher la Seconde d'éclater. Les États membres souscrivent à la Charte des Nations Unies, signée à San Francisco, en Californie, le 26 juin 1945. Chaque État, quelle que soit sa taille ou son poids, dispose d'une voix à l'Assemblée générale. L'ONU dispose d'un organe exécutif, le Conseil de sécurité, formé de 15 membres dont 10 sont élus pour 2 ans. Cela fait que l'on connaît mieux les 5 permanents. États-Unis, Royaume-Uni, Russie à la place de l'ex-URSS, France et Chine qui a remplacé Taïwan. Chacun de ces 5 grands peut opposer son veto à une proposition de résolution, ce qui paralyse souvent le pouvoir effectif du Conseil de sécurité. L'ONU comporte d'autres organes centraux, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle, la Cour internationale de justice et bien entendu le Secrétariat général. Retour sur le système des Nations Unies au Sénégal. Ce système a défini un plan cadre pour l'aide au développement afin d'appuyer les priorités nationales du gouvernement. Un plan cadre de coopération à partir duquel sont élaborés tous les programmes pays des agences du système des Nations Unies au Sénégal. Décryptage Aboubakri Kane. Les Nations Unies contribuent aux efforts de développement à travers un cadre de coopération établi sur la base d'une politique concertée, État du Sénégal, système des Nations Unies. Les Nations Unies fournissent beaucoup d'efforts pour accompagner des pays comme le nôtre, des pays qui sont sur la quête de l'émergence. Pour cela, les Nations Unies investissent beaucoup dans le renforcement des capacités, dans la formulation des politiques internes, mais aussi dans l'encadrement. C'est quelque chose d'important. Mais par contre, pour ce qui concerne les programmes eux-mêmes, c'est difficile d'avoir des projets particuliers qui sont portés par les Nations Unies. Mais on a surtout un accompagnement dans le renforcement de capacités, dans la formulation de politiques internes, mais aussi dans la formulation de grands programmes. Une sorte de consensus est bâti sur les axes stratégiques du plan de coopération. Il implique notamment la partie nationale et les agences du système des Nations Unies afin de réaliser les objectifs du millénaire pour le développement. C'est en termes de définition des stratégies d'abord, parce que chaque année, lors des revues que nous avons ensemble, nous essayons de voir quels sont les indicateurs annuels et qu'est-ce qu'il nous reste à faire, quel parcours nous reste à faire pour atteindre les objectifs de développement millénaire. Et en fonction de ce parcours qui nous sépare de l'objectif, nous essayons de voir quels sont les financements nécessaires au plan interne et au plan externe. Nous appuyons d'abord en termes de financement, mais aussi en termes de stratégie, développement des stratégies et de développement aussi de mobilisation de ressources au niveau d'autres partenaires au développement. Donc je pense que notre collaboration est
très bonne et nous permet en tout cas de dire que nous sommes satisfaits de cette collaboration avec le système des Nations Unies. Les priorités du Sénégal sont consignées dans son document de politique économique et sociale. Le système des Nations Unies vient en renfort, apporter son expérience et de la valeur ajoutée. Les ressources du prochain cadre de coopération 2012-2016 sont estimées à plus de 178 millions de dollars américains. Bintou Djibo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Sénégal. Un plan de coopération s'achève, il a couvert la période 2007-2011. Un autre démarre pour 5 ans. Quelle a été jusqu'ici la contribution de l'ONU au développement du Sénégal? Avant de vous répondre sur la contribution de l'ONU au Sénégal, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'inviter sur le plateau aujourd'hui pour le lancement de la première émission Panorama ONU. Et j'espère que cette plateforme va permettre de mieux faire connaître les activités du système des Nations Unies auprès du gouvernement avec la participation de nos partenaires au développement et de la société civile. En tout cas, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier numéro. Alors, en ce qui concerne la contribution du système des Nations Unies pour le cycle qui s'achève, je peux dire qu'il y a eu beaucoup de réalisations. Il me serait difficile de vous faire l'état de manière exhaustive, mais je pourrais quand même vous donner quelques éléments qui pourraient vous donner une idée de ce qui a pu être fait dans le cadre de coopération qui s'achève. Il y a eu à peu près 1500 écoles élémentaires où les enfants ont reçu des paquets de services tels que les cantines scolaires, les latrines et les déparasitants. Et je pense que cela a permis vraiment de fixer les enfants à l'école pour leur permettre d'avoir des scores beaucoup plus, je dirais, probants à l'école. Nous avons aussi contribué à créer de l'emploi en milieu rural de à peu près 2700 jeunes qui ont pu vraiment apprendre les techniques agraires et se lancer dans l'agriculture. Ça, ce serait vraiment, c'est un résultat significatif. Et nous avons pu, dans le cadre des bons pour aliments, de toucher à peu près 107 000 ménages dans la zone de Ziguinchor et de Pikine, et pour que ces ménages puissent résister un peu à l'augmentation des prix alimentaires. Et cela représente à peu près 105 000 personnes qui ont bénéficié de cette assistance, qui notamment a été financée par l'Union européenne. Alors, sécurité alimentaire, création d'emplois, éducation, l'on rejoint les objectifs du millénaire. Finalement, s'il faut comprendre le plan cadre de coopération, est-ce que c'est avec pour objectif l'atteinte de ces objectifs du millénaire? Tout à fait. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est dans le cadre de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, sur lequel nous avons fondé notre programme antérieur et nous allons continuer d'ailleurs à fonder notre programme futur. Et tout cela, c'est pour également répondre aux préoccupations des populations qui a été, je dirais, décrit dans le document de politique économique et sociale qui nous sert vraiment de base pour notre programmation future. Alors dans ce cadre, quels sont les objectifs prioritaires quand on sait qu'il y a 8 objectifs du millénaire? Dans le cadre du DPSE, je peux dire qu'on a mis beaucoup l'accent sur plusieurs secteurs. Et dans le programme à venir du système des Nations Unies, nous avons dans notre nouveau cadre de coopération 2012-2016 3 axes prioritaires. Le premier axe, c'est vraiment la création d'opportunités dans le monde rural. Et le second, c'est l'amélioration de l'accès des populations aux services de santé et d'éducation, et également la protection sociale et le développement durable. Et le dernier pilier vraiment important, c'est la gouvernance locale et centrale, sur lequel nous devons travailler pour améliorer les conditions de vie des populations. Donc, notre cadre de coopération s'appuie sur 3 piliers. Et au sein du système des Nations Unies, nous avons décidé de travailler en étroite collaboration et créer une cohérence qui va nous permettre de résoudre quelques problèmes relevés par les populations autour de l'emploi des jeunes. Donc, il y aura un programme conjoint autour de l'emploi des jeunes, un programme conjoint autour de la santé maternelle et infantile,
Parce que comme vous le savez, cet indicateur des OMD doit être amélioré, comme pour plusieurs pays. Et je peux signaler au passage d'ailleurs que les nouveaux indicateurs qui vont sortir bientôt indiquent que 72 décès sur 1000 pour les enfants, ce qui vraiment montre qu'il y a eu une progression considérable par rapport à 131 décès sur 1000. Donc il y a eu des progrès et nous aurons également des programmes conjoints dans la protection sociale, des programmes conjoints également dans le cadre de la violence basée sur le genre et également un programme conjoint dans les outils de planification. Donc tout cela sont autant de programmes que nous comptons mettre en œuvre pendant le cycle 2012-2016 et amener toutes les agences avec leurs compétences à appuyer le gouvernement dans ces différents défis. Prenons l'emploi des jeunes qui apparaît comme étant l'un des grands défis de l'humanité à venir avec 7 milliards de personnes. Est-ce que vous pouvez évoquer avec nous quelques pistes? On pourrait créer des emplois verts pour des jeunes. L'emploi vert, c'est-à-dire dans le développement durable, et également l'emploi au niveau des activités à haute intensité de main-d'œuvre qui puissent utiliser le maximum de jeunes. Donc la question des jeunes, elle est essentielle, mais c'est effectif aussi, c'est une opportunité formidable parce que la jeunesse, c'est le dynamisme, c'est la créativité et les canaliser pour qu'ils puissent contribuer au développement des pays est un atout considérable. Bintou Djibo, merci. La vocation de l'ONU est la paix internationale. Depuis sa création, l'ONU est véritablement devenue un acteur de paix dans le monde. Les opérations de maintien de la paix ont été créées pour aider les pays déchirés par les conflits. C'est le focus de ce soir. Il est signé Abdoulaye Dabo. Casque bleu en Haïti, au Congo, en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde, 15 opérations de maintien de la paix sont actuellement en cours. L'Organisation des Nations Unies, qui émergeait du chaos et des ravages de la Seconde Guerre mondiale, a visé dès sa création à instaurer un monde de paix et de sécurité. Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont déployées avec l'autorisation du Conseil de sécurité, l'organe de l'ONU auquel revient la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité. Autre condition du déploiement, le consentement du pays hôte et des principales parties en conflit. L'ONU ne dispose pas de forces. Seul le personnel militaire est identifié par le port d'un casque ou d'un béret bleu. Ce qui compte, c'est le casque bleu. Vous voyez, quand au Liban, on était en confrontation avec les Palestiniens, vous voyez, ils avaient beaucoup de respect pour la force des Nations Unies. Ils nous disaient que les Nations Unies, c'est la force mondiale et on ne peut pas faire la guerre au monde. Au fil du temps, avec la fin de la guerre froide, la donne internationale a changé en matière de sécurité. Les conflits étant désormais internes, à l'intérieur des frontières des États et souvent caractérisés par des violences interethniques. Par ailleurs, de nouvelles menaces sont apparues depuis le 11 septembre 2001, le terrorisme. Face aux nouvelles inquiétudes, l'Organisation des Nations Unies remanie ses modes d'action. Sa vocation, elle, demeure. Elle fait appel aux organisations régionales. Parce qu'on s'est rendu compte que les problèmes locaux peuvent être réglés par les forces locales. Enfin, au moins les forces les plus proches de là où cela se passe. Et qu'après, au besoin, on ferait venir les gens plus loin. Et c'est ainsi que force hybride du Darfour, il y a eu d'abord un engagement des forces de l'Union africaine. Et c'est une force de l'Union africaine qui n'avait pas tous les moyens qu'il lui fallait pour remplir sa mission, a dû faire appel aux Nations Unies, qui est venu donc apporter sa logistique. Et la combinaison de deux, les troupes locales, plus la logistique internationale, je pense qu'avec cela, on est beaucoup mieux armés pour faire face aux troubles. Les Nations Unies développent également leur capacité de consolidation de la paix en venant en aide aux victimes de la guerre. Parce qu'on s'est rendu compte que dans les conflits, ce qui en souffrait le plus, c'était les civils, les enfants, les femmes, les gens vulnérables qui sont dans les villes. Et que ces gens-là ont besoin de protection. Parce que ces gens-là vivent dans un pays souvent en crise, ou même en dehors de la présence des Nations Unies, ces gens ont des difficultés, c'est des gens en général des pays pauvres, qui ont beaucoup de difficultés. Et cela a fait que les Nations Unies ont été amenées
à créer ce qu'on appelle les forces multidimensionnelles, une mission multidimensionnelle. Alors, tout ce qui peut, disons, créer ou nourrir ou servir de terreau à une crise est pris en compte. Ça va de la protection des civils en général pour leur assurer une sécurité, le problème des droits de l'homme, l'état de droit, les problèmes juridiques, le sida, le genre. Tous ces problèmes maintenant sont pris en compte par les missions de maintien de la paix, alors qu'à l'origine, elles n'avaient que pour but essentiel d'assurer la sécurité des gens. Les Nations Unies n'ont pas offert de solution toute faite aux problèmes internationaux. Cependant, elles constituent un élément essentiel grâce auquel le processus multilatéral peut être mis à contribution dans la résolution des crises. Voilà, Panorama ONU, c'est fini. Prochain rendez-vous dans un mois, le dernier dimanche de novembre. Ce sera pour faire le focus sur les activités du système des Nations Unies au Sénégal. D'ici là, passez d'excellents moments. Bonsoir.